Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Au cœur de l'environnement. Alors que la COP30 se profile au Brésil, les yeux du monde sont rivés sur l'urgence de la transition énergétique et la nécessité d'une véritable justice climatique, mais au-delà des négociations d'État qui portent la voie du changement. Ce soir, nous donnons la parole à ceux qui sont en première ligne, la société civile. Quel est leur plaidoyer? Quelles exigences concrètes portent-ils pour des engagements plus ambitieux et surtout plus justes? Avec moi sur ce plateau, j'ai deux débatteurs. Bonsoir à vous, Karin Cal. Attendez. Bonsoir Arthur. J'espère que vous vous portez bien. Oh, je me porte à merveille. Alors, vous êtes l'un des responsables, des premiers responsables justement, de Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Bienvenue sur Au cœur de l'Environnement. Merci de nous recevoir et de nous offrir cette tribune. Allez, est-ce qu'il est Mekwe? Bonsoir à vous. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Alors, vous êtes un militant de tout ce qui concerne la justice climatique. Merci d'avoir honoré de votre présence sur le plateau. Je suis très ravi d'être là ce soir. Parfait. Alors, je démarre justement avec vous. En marge de cette COP30, pensez-vous, monsieur Esquil, que la transition énergétique doit être une priorité à ce grand rendez-vous? Ok, oui, absolument. La transition énergétique doit être une priorité tant au niveau national qu'international en marge de cette COP30-là. Et précisément dans un contexte où la crise climatique s'accentue depuis quelques années. Le Bénin, comme d'autres pays africains, dépend énormément des énergies fossiles qui ont des impacts négatifs sur la santé que sur l'environnement. Donc, il serait donc idéal de repositionner ces questions liées aux aspects d'énergie renouvelable dans les priorités nationales. Mais je voulais te dire que ces énergies fossiles ont des impacts négatifs. Oui. Un impact rapidement. L'un des impacts, c'est l'impact sur l'environnement. Quand nous prenons la combustion de ces énergies fossiles, ça libère des particules fines, que je vais appeler ici des gaz à effet de serre, qui ont un impact sur l'environnement. D'accord. Allez, monsieur Karine, dites-moi, la COP30, ça se prépare très bien de votre niveau. Est-ce que la transition énergétique va être véritablement, ça dit, au fin fond des différents débats qui vont meubler ce grand rendez-vous? Merci beaucoup Arthur. Et oui, première réponse, c'est qu'on prépare très bien la COP en tant que société civile. À travers toutes les actions qu'on mène en termes d'actions concrètes sur le terrain, actions de plaidoyer, actions liées à la caravane africaine pour la justice climatique que nous développons avec... Justement, donc il y a plusieurs activités que vous menez, des sensibilisations, des caravanes. Mais justement, parlons de caravane, comment ça se passe concrètement? Oui, alors, la caravane africaine pour la justice climatique, c'est cette initiative. C'est pour préparer les jeunes à la COP ou quoi? C'est pour mobiliser non seulement les communautés qui sont en première ligne vulnérables des changements climatiques, mais aussi les jeunes et les femmes et toute la société civile à mieux comprendre les enjeux, à faire remonter justement leurs besoins, tout ça est consigné dans une déclaration qui est transmise ensuite aux autorités qui doivent la porter à la COP30. Pour que ça puisse faire état de discussion. Dans les négociations. D'accord. Mais dites-moi, quelles sont les principales sources d'énergie que vous, là je parle de vous personnellement, quelles sont les principales sources d'énergie que vous utilisez au quotidien entre le bois, le charbon, le gaz solaire? Comment ça se passe à votre niveau? Alors moi, à titre personnel, étant un acteur, en tout cas œuvrant pour la transition énergétique, je fais la promotion des énergies renouvelables. Donc déjà à mon niveau, bien entendu, on utilise tous le bois énergie, le bois énergie pour la cuisson. Mais j'ai également des équipements de cuisson propres. Je vais appeler ça comme ça, donc des technologies un peu plus améliorées. Comme le fourneau Nansou, que tout le monde connaît si bien, qui est efficient et écologique en matière d'énergie. J'ai également un autre équipement, par exemple, que j'utilise pour la cuisson. Je ne fais pas de la publicité, mais qui utilise des coques de coco et qui est alimenté. Ça c'est également à préparer. À préparer et à recharger également un appareil, un téléphone portable par exemple, ou une lampe solaire. Donc, c'est ces équipements que j'utilise pour la cuisson. Pour ce qui est de l'éclairage... Pour réduire quand même les effets néfastes des changements climatiques. C'est ça, c'est ça. Parce que nous subissons énormément ces derniers temps, n'est-ce pas? Effectivement, nous sommes très vulnérables à ça et
les communautés le vivent au quotidien avec les inondations qui sont de plus en plus récurrentes et l'érosion côtière le long du littoral, la sécheresse au nord. Déjà, félicitations pour tout ce que vous faites, notamment, monsieur. Dites-moi, à votre niveau, comment ça se passe concrètement? À notre niveau, il a parlé des charbons, de bois et tout, oui, à votre niveau. À notre niveau, en tant que coalition ici, en tant que représentant de la coalition nationale pour la justice climatique, à notre niveau, nous faisons la promotion des technologies de cuisson propre, comme M. Karim vient de le souligner. Je vais ajouter ici les biodigesteurs, qui sont une technologie de cuisson propre que nous promettons au niveau des coopératives. Il y en a tellement aujourd'hui de plusieurs formes. Oui, effectivement. Il y en a des biodigesteurs à domicile, il y a des biodigesteurs qui sont mobiles, qui sont au niveau et tout ça là contribue quand même à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ok. Alors, avez-vous connaissance des impacts environnementaux liés aux énergies fossiles? Parce que vous venez d'en parler tout à l'heure. Oui, je viens d'en parler tout à l'heure. Je viens de le dire. L'un des inconvénients ou bien l'un des impacts des énergies fossiles, c'est la pollution atmosphérique, puisque leur combustion libère des particules fines, que j'appelle ici des gaz à effet de serre. Hormis ça, le transport ou bien le transport de ces polluants-là peut causer des marées noires qui affectent les écosystèmes marins. Ok, ces marées affectent les écosystèmes marins. Donc, ça peut avoir des conséquences nuisibles ou bien des conséquences négatives sur les activités humaines telles que la pêche, le tourisme. Ok, donc les pêcheurs souffrent énormément voilà. En cette période-là. Les poissons deviennent de plus en plus rares. Ou bien cher pour nous-mêmes, les clients qui vont en acheter. D'accord. Alors, Monsieur Karim, selon vous, les énergies renouvelables, soleil, éolien, biomasse, peuvent-elles réduire efficacement la pollution et le réchauffement climatique? La réponse est 100% oui. Parce que c'est ce que nous défendons en tant que société civile et dans tous les réseaux, tous les mouvements auxquels nous appartenons. Pour nous, aujourd'hui, l'Afrique doit faire l'option du 100% renouvelable. Et donc, l'Afrique... Ça dit, on doit rêver que du renouvelable. Je repars un peu en arrière pour vous rappeler un peu l'histoire par rapport à d'où on a commencé par rapport à la question d'énergie renouvelable au Bénin. Vous avez quitté d'où? Parce que en réalité, au Bénin, on était, je me rappelle, en 2010, quand on parlait pour la première fois des énergies renouvelables, ça paraissait quelque chose de totalement nouveau. Même les gouvernants avaient du mal à aller vers cela. On avait à peine 1% des énergies renouvelables dans le mix énergétique au niveau national. On sentait quand même une hésitation. Les gens n'étaient pas tellement mobilisés comme cela se doit. Mais on a fait beaucoup d'actions. En son temps, le C4All, qui est une initiative. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile du tout. Aujourd'hui, le renouvelable s'impose comme la solution face à la crise climatique. Et donc, aujourd'hui, nous sommes quand même dans le mix énergétique du Bénin, on est autour de 12% de la part des énergies renouvelables dans le mix. Donc, dans tout ce qui est production énergétique au Bénin, on a le renouvelable qui est passé à 12%. Et l'objectif de la politique nationale... Ça évolue quand même peu à peu. Peu à peu. De la politique nationale de développement des énergies renouvelables que le Bénin a prise, c'est de passer cette part-là à 30%, voire plus dans les prochaines années. Et donc, les énergies renouvelables aujourd'hui sont la clé. Et nous l'avons aussi martelé tout dernièrement lors de la Semaine nationale des énergies renouvelables que nous avons organisé avec l'appui de toutes les institutions étatiques et partenaires au niveau national qui s'investissent sur la question énergétique. Nous avons sorti... Vous avez été à Climate Change également? Nous sommes allés au Climate Change avec justement la déclaration qui est sortie de cette Semaine nationale des énergies renouvelables qui prône justement la transition vers les énergies renouvelables juste, rapide et accessible aux communautés. C'est ce qui est très important dans la question d'énergie renouvelable. Vous avez pu quand même tirer profit de Climate? Oui, parce qu'au cours de Climate Change, nous avons eu, grâce à notre dynamisme, le dynamisme de tous les militants. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de personnes ressources venant de plusieurs horizons. Plusieurs pays, plusieurs horizons. Nous, au niveau de nos coalitions, nous avons mobilisé plus d'une cinquantaine de délégués, de jeunes qui sont venus à Climate Change, non seulement du Bénin, mais également des pays environnants, pour pouvoir porter
et amplifier le message de la transition énergétique et de la justice climatique. Au cours de Climate Change, nous avons eu la chance et l'occasion de transmettre officiellement nos déclarations, les déclarations conjointes de la Semaine nationale des énergies renouvelables et de la caravane africaine pour la justice climatique aux différentes autorités nationales. Le ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable a reçu notre déclaration de façon officielle. Nous l'avons transmise au préfet du littoral également, au maire de Cotonou, M. Luc Atokpo, aux représentants de l'Union. On espère quand même que tout ceci puisse quand même porter de fruits, parce que effectivement, vous ne l'avez jamais cessé de le faire quand même. On le fait chaque année, dans tous les cas, et on ne va pas arrêter un si bon chemin. Les énergies renouvelables aujourd'hui et la question de justice climatique sont au cœur et font partie des enjeux de la COP30. Parfait. Alors, M. Eskid, vous qui êtes responsable plaidoyer, quelle action la société civile devrait-il intensifier, devrait-elle, je vais dire, intensifier en marge de la COP30? Ok. Merci d'abord, c'est déjà une très belle question. Avant de répondre à la question, je pense qu'il est nécessaire de revenir sur les priorités de cette COP30-là. Oui. L'une des premières priorités de cette COP30, c'est de renforcer le multilatéralisme. Ici, il s'agit de renforcer les liens entre les jeunes, les États et le secteur privé autour des enjeux climatiques et de toutes ces questions liées au changement climatique. Ouais. La seconde priorité, c'est de relier les engagements pris lors des négociations climatiques aux réalités locales et au niveau des peuples. Et la troisième priorité, c'est d'accélérer la mise en œuvre de l'accord. Donc vous avez déjà établi vos priorités avant ce grand rendez-vous? Oui, c'est la présidence de la COP30 ils établissent à chaque fois et les priorités pour chaque COP. Donc cette année, ils ont retenu 3 priorités. C'est déjà connu. Voilà. Donc vous basez sur ces priorités pour quand même vous mener des actions. Voilà. Donc l'une des actions, c'est la sensibilisation au niveau des citoyens. Et la seconde action, comme on le fait déjà, c'est le plaidoyer au niveau des décideurs. Et M. Karim vient de le dire, nous avons eu l'opportunité ou bien la chance de remettre la déclaration conjointe des caravanes africaines pour le climat au président de la COP, au président de Climate Change. Nous avons aussi eu l'opportunité de remettre cette déclaration-là, comme Karim l'a dit. Oui, à l'ambassadrice de la France au Bénin ici. Au maire Luc Setondiato. Oui, au maire également. Donc tout est fait, vous attendez juste les résultats. Parfait. Karim, pensez-vous que les populations soient suffisamment informées sur la transition énergétique et la justice climatique? C'est vrai que vous menez beaucoup d'actions, mais est-ce que, selon vous, à l'étape actuelle, la population est véritablement informée, outillée? Je dirais que nous avons grandement avancé dans la question de prise de conscience en matière de changement. Il y a quand même un pas qui est fait, parce que quand on parlait de changement climatique, d'énergie renouvelable, comme je le disais tantôt, les populations étaient sceptiques, un peu comme notre président des États-Unis, Donald Trump, qui n'y croit pas du tout. Oui. Et donc, aujourd'hui, les communautés vivent de plein fouet et directement les changements climatiques. Tout de suite, on ne peut plus expliquer à quelqu'un c'est quoi le changement climatique. On n'a plus le choix. On doit s'adapter. C'est pourquoi... On est obligé, comme le disait l'autre, d'entrer dans le rang. C'est ça. On rentre dans le rang. Oui. Donc, les communautés aujourd'hui comprennent l'urgence et se plaignent de plus en plus. Et c'est là que interviennent, nous, les organisations de la société civile, à travers nos actions différentes d'éducation, de sensibilisation. Donc, la communication autour des questions de changement climatique et d'énergie renouvelable est permanente. Donc, il faut continuer parce que même les technologies d'énergie renouvelable ne sont plus ce qu'elles étaient par le passé. Aujourd'hui, nous avons des technologies un peu plus améliorées, un peu plus poussées, adaptées aux réalités. Et les communautés ont besoin de le savoir. Et cette technologie-là, ce sont les entreprises, le secteur privé, qui justement permet d'introduire ces technologies dans les communautés. Et nous, notre rôle en tant que société civile, c'est d'accentuer la prise de conscience et cette sensibilisation. Ensuite, il y a un rôle très important qui est dédié aux médias que vous êtes, qui est celui d'amplifier justement ce message et de permettre à ce que ça aille dans les profondeurs des contrées, dans les contrées lointaines, afin que justement cette éducation relative au changement climatique et aux énergies renouvelables soit beaucoup plus présente. D'accord. Alors, quel obstacle empêche l'adoption massive d'énergie propre dans les foyers, selon vous? Selon moi, quels sont ces obstacles? Je pense qu'il y a des obstacles sur 3 volets. Il y a d'abord le volet économique,
il y a le volet politique. Quand vous parlez de volet économique, quand je parle de volet économique, c'est d'abord le coût d'accès à ces énergies-là. Bon, le coût d'accès à court terme. Nous estimons souvent que c'est extrêmement cher. Bon, à court terme, mais les bénéfices... Surtout vos charbons écologiques en griffe qui coûtent extrêmement cher. Bon, ça ne coûte pas extrêmement cher. Bon, c'est à court terme que c'est un peu cher. Mais sur le long terme, les bénéfices sont amplement grands. Et puis, les risques sont quand même très réduits, contrairement aux autres moyens, aux autres sources d'énergie. Ok. Voilà. Karin, quel bilan pouvez-vous nous faire pour ce qui concerne la Semaine nationale des énergies renouvelables, qui fait justement partie de l'une de vos activités au sein des jeunes volontaires pour l'environnement et la participation à la caravane au sommet Climate Change? Oui. Merci beaucoup pour cette opportunité qui est offerte. Donc, le bilan, si vous devez l'estimer, est-ce que c'est satisfaisant? Le bilan est très très positif au sortir de la première édition de la Semaine nationale des énergies renouvelables que nous avons organisée. Ce n'est pas Jeunes volontaires pour l'environnement qui l'a organisé, mais c'est plutôt le réseau des ONG béninoises pour le développement des énergies renouvelables, le RODER Bénin, qui est cette fêtière-là de toutes les organisations de la société civile qui travaillent sur les questions d'énergie renouvelable. Donc, le RODER a initié cette semaine-là afin de fédérer les acteurs, toutes les parties prenantes qui travaillent sur les questions d'énergie renouvelable au Bénin. Et il faut dire que au sorti de toute cette semaine d'activité, puisque c'est beaucoup d'actions qui se sont menées, qui se sont succédées du 20 au 24 octobre, et le résultat est très satisfaisant parce que nous avons pu asseoir une réflexion plus profonde sur la promotion des énergies renouvelables au Bénin, cette transition énergétique que nous appelons de tous nos voeux. Nous avons au cours de cette semaine organisé un forum national sur les énergies renouvelables qui était formidable, qui a connu la participation de plusieurs parties prenantes, même les chefferies traditionnelles, les autorités nationales se sont mobilisées qui autour de cette question-là. Et donc, nous sommes sortis avec des recommandations concrètes, des résolutions que nous avons contenues dans la déclaration que nous avons appelée déclaration de Cotonou. Et vous comptez quand même voyager d'ici vers le Brésil pour la COP 30 afin de pouvoir vulgariser les différentes recommandations. Et donc, à la fin de la CNR, nous avons conclu cela par la caravane, une caravane de plaidoyer pour aller visiter, quitter Cotonou pour aller visiter la centrale solaire d'Ilou-Lofin à Kobé, qui est la plus grande centrale solaire que nous avons au Bénin, afin de promouvoir cette bonne pratique que nous avons au niveau national. Donc, après cela, nous avons échoué finalement la CNR à Climate Change, comme je l'ai dit tantôt, où nous avons remis ou transmis la déclaration conjointe, comme vous venez de le dire, aux autorités afin de pouvoir renforcer le plaidoyer pour la transition énergétique et la justice climatique. D'accord. Est-ce que nous sommes presque à la fin? Selon vous, est-ce que l'État et les collectivités locales devraient-ils s'investir davantage dans les énergies renouvelables? D'abord, est-ce que vous constatez la mobilisation de l'État, des dirigeants autour de ces questions-là? Oui, ça s'observe déjà. M. Karim vient de le dire. Il y a la construction de la centrale solaire d'Ilou-Lofin, qui est de 25 MW. Qui est quand même à saluer. Voilà. Et actuellement, on est encore en cours de construction de deux autres centrales afin de porter la capacité totale à 115 mégawatts. Donc c'est quand même des efforts à saluer. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, bon, rien n'est encore fait. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'intensifier ces actions-là au niveau des contrées, c'est de faire la sensibilisation pour que les communautés qui sont en première ligne de ces changements climatiques-là puissent s'en approprier. Voilà. D'accord. Karin, en marge de la COP 30, nous y revenons toujours. Quelle attente avez-vous envers les acteurs politiques et économiques concernant la justice climatique? Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Oui, nos demandes, elles sont simples. Nous demandons... Vous pouvez tout dire sauf parler d'argent. Vous n'attendez pas de financement. Malheureusement, le financement climatique est au cœur de cette question-là. Et donc, la première demande, c'est la question de financement climat. Donc, non seulement pour le Bénin, pour l'Afrique, on demande du financement pour l'adaptation au changement climatique, parce que nos pays, on vit les effets maintenant, on doit s'adapter. Donc, plus de financement pour l'adaptation, plus de financement pour les questions de pertes et dommages, pertes et préjudices que vivent nos communautés victimes d'inondations, d'érosion côtière, etc. Nous demandons justement la sortie
des énergies fossiles, parce que ça a été reconnu à la COP de Sharm el-Sheikh en 2022 en Égypte, et ensuite à la COP de Dubaï en 2023, que les énergies fossiles sont responsables des changements climatiques. Donc, il faut décider à la COP 30 de comment est-ce qu'on sort de façon concrète de ça et comment est-ce qu'on opère la transition vers les énergies renouvelables. Nous demandons également la transition vers l'agroécologie, donc les techniques agricoles durables qui pour nous sont la clé à cette crise climatique-là. Et enfin, nous demandons aussi que nos pays soient accompagnés sur le plan technologique et technique afin que nos communautés qui vivent de l'agriculture, qui vivent de la pêche et qui sont victimes des changements climatiques puissent être outillées et résilientes face à cette crise-là. D'accord. Oui, vous de votre côté, qu'est-ce que vous attendez des dirigeants concrètement à quelques jours, à quelques semaines de cette COP-là? Je pense que les demandes sont les mêmes. Hein. D'abord, le financement, plus de financement pour la résilience et l'adaptation face au changement climatique. En second lieu, c'est la transition juste et rapide vers les énergies renouvelables qui sont au cœur maintenant des changements climatiques. Et en troisième lieu, c'est le transfert de technologies pour être plus résilient face aux effets des changements climatiques. Allez, merci beaucoup à vous. Karin Kalatonde, merci de votre disponibilité. Merci. Alors, Eskil Mekwe, merci également à vous pour tout ce que vous faites justement, vous et puis Karin, pour tout ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Merci également à vous. Merci à vous, mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices de Diaspora FM. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Cette émission a été réalisée par Rebecca Ogou. Emmanuel Agbodjelou a assuré au son. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de votre émission Au cœur de l'environnement.